Tu m'entends généralement te dire que le secteur agricole, c'est le secteur le plus rentable. C'est le secteur qui est plus rentable que la bourse, plus rentable que l'immobilier, plus rentable que la crypto-monnaie, plus rentable que tous les business que tu peux à imaginer. Mais lorsque je le dis, est-ce que tu dis que c'est toutes les cultures qui se valent? Donc, comment tu as dit qu'on va gagner beaucoup plus d'argent que d'autres agriculteurs? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Comprendre ici que dans le secteur agricole, c'est un secteur qui est très vaste. Et que les spéculations, c'est-à-dire que sont multiples et variées. Et que chaque spéculation ne se vale pas. Et que quand on dit spéculation ici, il faut comprendre que chaque culture, et que pour qu'une culture soit rentable, il y a beaucoup de critères qu'il faut savoir. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Je vais t'inviter ici à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est une pépite que je partage ici. Afin que tu puisses savoir comment faire le choix de ta culture. Si c'est vraiment l'argent que tu veux gagner. Hein, parce qu'il y en a aussi, il faut comprendre que certains vont faire l'agriculture, ce n'est pas forcément pour les besoins tels que pécuniaires. Certains vont jardiner tout simplement par passion. Tout simplement pour le plaisir de voir les cultures telles que, pousser. Et laisser même des fois que la nature fait le reste, que les animaux bouffent, que les voleurs viennent voler. Mais juste le plaisir comme ça les déstresse. En marchant dans leur jardin, en voyant les plantes s'épanouir, ça les déstresse. Mais si toi, tu veux vraiment gagner de l'argent, si tu veux vraiment gagner du gros argent, comme je dis ici, impacter les personnes avec ce que tu produis et laisser une richesse générationnelle telle que pour ta famille. Cette vidéo est pour toi. Donc reste sur cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces pépites-là. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de vous présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de te permettre d'apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Afin d'aller pouvoir faire des business qui ont du sens pour toi. Et d'aller faire des cultures qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent. Et sur lesquelles tu seras autonome. Et des cultures qui vont sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est des cultures qui vont te laisser une rente durable, générationnelle. C'est vers là qu'on se doit d'aller. Parce que tu vois, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui fluctue. L'économie est fluctuante, les prix fluctuent, les coûts des intrants fluctuent, l'énergie fluctue. Donc tu vois que beaucoup, d'entreprises aujourd'hui ferment. Pour information, pour toi qui me suis, 2025 s'annonce, c'est-à-dire que une année catastrophique. 2024, déjà, on avait 66 000 entreprises qui avaient déposé bilan, qui ont fait faillite. Je parle ici en France. 2025, on parle de 68 000. Moi, je pose la question à tous ceux qui sont salariés. J'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme depuis 5 ans. Quelles sont les actions que vous mettez en place? Comment vous gérez votre épargne? Est-ce que vous pensez que votre épargne est en sécurité? Avec l'inflation qui est en train de pointer son nez. Donc c'est pour cela que cette vidéo est très capitale. C'est pour ça que depuis 5 ans, je prends le temps de la pédagogie, à t'apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau, à comprendre comment l'économie fonctionne, à comprendre comment le monde du business fonctionne. De ne pas aller de façon olé. C'est de ne pas aller donner ton argent au premier venu qui va te dire que viens donner ton argent. Je vais le multiplier par 1000, par 2000. Non. Si beaucoup t'ont dit échouent aussi dans le secteur agricole, c'est pas ce choix. Parce que les personnes ne prennent pas le temps d'apprendre. Je vais demander ici d'apprendre, de beaucoup t'informer. C'est bien comme tu es en train de suivre cette vidéo. Je vais te demander, si tu n'es pas encore abonné, de mettre le pouce, de t'abonner et de partager massivement cette vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter la communauté. Pour ton cadeau de bienvenue, regarde aussi sous la barre de description de cette vidéo-là. Quand je dis barre de description, c'est la barre des commentaires. Tu as le lien qui est là où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture, hautement rentables, qui font partie, des stratégies que j'ai partagées dans cette vidéo, qui vont te laisser dans la prospérité à vie. Prends les formations qui sont aussi dedans.
Tu me rejoins de l'autre côté, afin que je puisse bâtir ton empire pas à pas. C'est vers là qu'on se doit d'aller. On se doit d'être aujourd'hui dans le pratico-pratique, dans le pragmatisme. Parce que ce que je te dis aujourd'hui, c'est ce que j'ai constaté il y a plus de 10 ans. Quand je me suis lancé sur les cultures que tu sais aujourd'hui, palmier à huile, poivre, jansan, bitacola. Parce que tel que j'avais pensé à ça. Parce que j'ai pensé à aller faire les cultures que d'autres n'ont pas l'habitude de faire. Parce que j'ai pensé à les produire autrement. C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Ça, c'est une véritable masterclass. C'est des formations, des informations que je devrais monnayer. Je veux dire, toutes mes vidéos sont des formations vendables. Mais je fais aussi exprès. Je vous ai dit que c'est une volonté de ma part de venir permettre à la communauté, quand je dis communauté, la communauté africaine, tout comme j'ai fait avec mes frères, quand je dis frères, mais de façon fraternelle, mes frères et sœurs, leur montrer le chemin, que la réussite, c'est une question de choix et de décision. Que gagner de l'argent, tel que ça relève, c'est-à-dire que de la connaissance. Ça relève de la stratégie, ça relève du courage. Que les résultats que vous voyez, c'est le fruit de beaucoup de réflexion, beaucoup de courage, énormément de hauts et de bas, mais je n'ai pas perdu le cap. Tu vois que je suis dans te parler de développement personnel. C'est beaucoup de développement personnel. C'est de se connaître. Et d'aimer ce qu'on fait. Je vais te dire ici, peu importe le titre que tu portes, peu importe le rang que tu portes, peu importe les diplômes académiques que tu as, s'il te plaît, ici, il s'agit de ta vie. Ici, il s'agit de ta réussite. Dépose ça. Je sais que c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. C'est ça qui bloque beaucoup. On porte ces apparats. Et derrière ces apparats-là, ça empêche beaucoup d'aller vers ce qui est utile. Aller faire l'agriculture aujourd'hui, je dis, il n'y a aucun secteur qui soit autant rentable, aussi rentable que l'agriculture. Mais vous voyez, ça comme ça, une mauvaise image, ça renvoie une mauvaise image. Toi, quand on dit agriculture, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tes grands-parents qui misèrent. Tu vois tes grands-parents en train de travailler avec la houe. Tu vois les grands-parents, au village, il n'y a pas de lumière. Et il n'y a pas des infrastructures. C'est ça que ça te renvoie. C'est ce qui est vraiment dommage. Et c'est cette image-là qu'on a voulu que les Africains aient de l'agriculture. L'agriculture, ce n'est pas ça. L'agriculture, c'est plus que ça. C'est l'agriculture qui a développé tel que tous les pays du monde. Tous ces pays développés aujourd'hui se sont développés grâce à l'agriculture. Grâce à l'agriculture. Et comprendre ici que l'agriculture, c'est le secteur que même en temps de crise, ça ne connaît pas la crise. Parce que les hommes auront toujours besoin de manger. Maintenant, quand je dis ça, c'est de savoir maintenant choisir ces cultures. Dans quel environnement tu es. Vers quel modèle agricole tu vas aller. L'agriculture, normalement, c'est un secteur qui ne devrait pas, qui ne demande pas les barrières d'entrée énormes. Maintenant, ça dépend du modèle. Là où beaucoup font l'erreur, c'est le modèle. Quel est le modèle d'agriculture qu'on nous a vendu en Afrique? Quelles sont les cultures? Qu'on nous a envoyé aller faire les cultures de rente. Les cultures uniquement destinées à l'export, sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle sur la transformation. C'est quoi café, cacao, EVA, anacarde, coton, arachide, tu vois, etc. etc. Et lorsqu'on veut maintenant aussi faire l'agriculture, ça je constate ça pour la nouvelle génération, qui dit oui, on a trompé que nos parents à aller faire ces cultures-là. Lorsque la nouvelle génération vient faire l'agriculture, l'erreur qu'on a, c'est qu'on a le regard sur le plan occidental. On veut aussi aller produire comme les Occidentaux. Et lorsqu'on va aller produire comme les Occidentaux, c'est quoi? On va aller choisir avec les céréales. Le coton, le soja, le maïs, le blé, le tournesol. Oui, parce qu'il faut aussi produire comme eux. Il faut aller produire que sur 10 000 hectares. Il faut aller produire sur 200 hectares. Il faut aller produire sur 300 hectares. C'est ça l'erreur que je vois aussi. L'erreur que je vois aussi beaucoup commettre, c'est beaucoup pensent que beaucoup vont vers ces cultures-là. Parce que c'est les cultures de court cycle. Ah, ça entre en 3 mois. On va aller faire le maraîchage, ça entre en 3 mois.
Mais c'est pour ça que j'ai pris la peine ici de vous partager que toutes les cultures. Que ce soit maraîchage, j'ai donné l'itinéraire agronomique, la transformation, je vous ai dit. Je vous ai parlé ici de la tomate, je vous ai parlé ici des oignons, des céleris, des persil, des poivrons, de tout ça. Exprès pourquoi? Pour que vous puissiez, c'est-à-dire que vous-même en âme et conscience, faire la part des choses. Donc lorsque tu as, comme moi je te dis, c'est comment j'ai pensé avant d'aller faire mon modèle. J'ai compris que l'agriculture, que c'est plus complexe que ça. Que l'agriculture en temps normal, la nature, c'est-à-dire que nous a donné comme ça toutes les semences. Il y a une multitude de variétés de cultures. Qu'en temps normal, tu jettes une graine, ça pousse. Mais par contre, aujourd'hui, l'agriculture, c'est un terrible business. Pour quiconque ne prend pas assez d'informations, ne se forme pas, mais va se faire bouffer. Donc, lorsque tu vas aller te lancer dans le secteur agricole, tu dois te poser la question, dans quel segment tu te trouves? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'agriculture, aujourd'hui, c'est un c'est un gros business qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, dans lequel, ce n'est pas uniquement toi qui sèmes la graine. Je te parle des fois ici que des compagnies sémencières, l'industrie des semences, l'industrie du pétrole, l'industrie bancaire, de la finance, l'industrie de la chimie, donc tous ceux qui fabriquent les produits engrais, pesticides, nématicides, fongicides, raticides, l'industrie de la distribution, donc qui sont les grands enseignes, l'industrie de l'agroalimentaire. Donc si toi tu ne sais pas là où tu te situes, tu vois que tu seras tout simplement le pion. Et tu vois que c'est des compagnies comme ça qui sont établies depuis plus de 200 ans. Chaque corporative défend ses intérêts. Donc si nous ne sommes pas assez wise et que toi tu veux venir produire par exemple des céréales ici, comme les Occidentaux, pour établir une ferme en bonne et due forme de céréales, il te faut au minimum 1 million d'euros. Où est-ce que tu vas prendre 1 million d'euros? Voilà mes propos. Parce que dans les 1 million d'euros, il faut la mécanisation, il faut ceci, il faut cela. Mais si tu n'as pas, t'as dit qu'à se pousser la connaissance, de comprendre ici que le rendement, pourquoi est-ce que tu vas prendre le tracteur? Oui, on va prendre le tracteur parce qu'on parle de la pénibilité. Parce que travailler avec la housse, c'est pénible. Mais où est-ce que tu mets la rentabilité? Est-ce que ton confort passe avant la rentabilité? Tu vas aller dépenser 1 million d'euros uniquement pour ton confort? Est-ce que derrière, que ce système-là va être rentable? C'est comme ça que tu poses ton raisonnement. Est-ce que l'agriculture est rentable unique parce qu'on est sur des grandes superficies? C'est comme ça que moi je pousse mon raisonnement et c'est comme ça que tu vas pousser ton raisonnement. Non, l'agriculture n'est pas rentable parce qu'on est sur des grandes superficies. L'agriculture, lorsque tu vas aller te lancer, c'est comme je dis, te connaître, aimer déjà la chose, ne va pas là-dedans uniquement pour l'argent. Si tu vas uniquement pour l'argent, tu vas perdre, tu vas te casser la gueule. Beaucoup se sont cassés la gueule. Va déjà parce que tu veux apporter un service, parce que tu aimes la chose. Parce que, crois-moi, ce n'est pas facile, ça ne va pas être évident. Donc l'agriculture ici n'est pas rentable parce qu'on est sur les grandes superficies. La première chose que tu dois faire, c'est le choix de la culture. Le choix de la culture. La rentabilité de la culture à l'hectare. Le rendement de la culture à l'hectare, c'est très important. Et c'est comme ça que tu fais pour choisir tes cultures. Donc quand tu as vu ça, est-ce que c'est parce qu'on est sur les grandes superficies qu'on produit plus? Non. Là maintenant vient ton modèle. Est-ce que c'est le modèle industriel, intensif, mécanisé sur la monoculture, avec la chimie qui est rentable, ou qui donne un fort taux de rendement? Moi je vais te dire non. C'est pour ça que je t'ai partagé ici exprès le modèle d'association de culture. Que quand tu es sur 2 hectares, tu peux avoir une rentabilité même de 100 000 euros en produisant uniquement sur 2 hectares. En faisant quoi? En associant les cultures. La personne qui va faire la monoculture de céréales, peu importe le type de céréales, avec celui qui fait 2 hectares,
d'association de culture, celui qui est sur 2 hectares d'association de culture gagne plus que 100 fois plus que celui qui est sur, par exemple, 2 hectares de production de céréales. Pourquoi? Parce que tu as dit que le choix des cultures est important. La pratique agricole est importante. C'est pour ça que je t'ai parlé ici de permaculture. Donc, sur 2 hectares, tu associes les arbres comme le Njangsang, le Bitakola, les manguiers, les corosoliers, les agrumes, et dans les interlignes, tu mets même demi-hectare de poivrier, et tu sais qu'on est la rentabilité du poivre. Demi-hectare de poivrier. Tu brasses, c'est-à-dire que tu brasses les millions. Et là, tu associes donc maintenant les cultures vivrières. Les cultures maraîchers, tomates, poivrons, dans les interlignes. Tu mets les cultures vivrières. Dans un petit coin, tu peux faire un petit hangar où tu élèves que tes animaux. Tu peux élever là-dedans les poules du village. Tu peux élever le canard. Tu peux élever la chèvre. Tu peux même faire un peu de porc. Avec la stratégie ici de récupérer les dégestions. Comprends que les dégestions de tes animaux vont servir d'amendement, c'est-à-dire que de tes cultures. Que l'idée ici, c'est de couvrir le sol. Le sol a horreur, c'est-à-dire que d'être vide. Comprendre ici que la richesse qu'on a, c'est le soleil. Le soleil, c'est-à-dire que c'est l'énergie que la plante a besoin pour faire la photosynthèse. Donc, et tes plantes vont faire comme les panneaux photovoltaïques. Ça va capter, c'est-à-dire que la lumière. Cette lumière qui s'est transformée, c'est-à-dire en sève, et cette sève qui va nourrir la plante et restituer, que cette fois-ci maintenant, de l'azote. Tu sais que certaines plantes séquestrent l'azote, les légumineuses séquestrent l'azote. Donc le problème, c'est que pour l'agriculteur, c'est de séquestrer le carbone. Tes arbres vont produire le carbone. Tu vois donc là derrière, si tu fais un système comme ça, fermé, où tu ne perturbes pas la terre, où tu laisses les micro- et les macro-organismes. Les micro- et les macro-organismes, c'est quoi? C'est tout ce qui est vers de terre, tout ce qui est scolambole, tout ce qui est fourmi, tout ce qui est scarabée, tout ce qui est termite, tout ce qui est coléoptère. C'est donc eux qui vont faire le travail de laboureur. C'est les abeilles qui vont venir polliniser tes plantes. Tu peux mettre à côté des ruches. Est-ce que tu vois la multitude des choses que sur 2 hectares, tu peux produire? J'ai dit 2 hectares. Tu peux faire ça sur 3 hectares. Tu peux faire sur 4 hectares. Et tu es plus rentable que celui qui a 100 hectares de céréales. J'ai peut-être fait l'expérience ici qu'avec 1 hectare de poivrier, 1 hectare, c'est plus rentable que 100 hectares de céréales. Je t'ai parlé ici du... Parce que quand je cite les cultures, pourquoi tu vas sortir du lot? Tu vois que le modèle que je viens de te donner, combien de personnes font ce modèle? C'est moi qui suis venu partager ça sur YouTube et c'est en train de dire que de prendre. Beaucoup sont en train de parler aujourd'hui d'association de culture. L'aberration, c'est-à-dire que c'est d'aller vers la monoculture. On sait qu'on nous a demandé d'aller vers la monoculture parce qu'il fallait faire fonctionner la mécanisation. Il fallait faire fonctionner la mécanisation. Parce que lorsque tu es sur un tracteur, comment tu fais pour récolter la multitude de cultures que j'ai citées là? Lorsque tu as planté comme ça le maïs, le haricot, le taro, le macabo, le manioc, les graines de couche, comment tu fais pour récolter tout ça? Tu vois que ça ne bénéficie pas, c'est-à-dire au business, c'est-à-dire de l'industrie de la mécanisation. Parce qu'eux, ils ont conçu les tracteurs et les outils spécifiques aux récoltes. Donc, si tu vas faire le blé, on va te concevoir un tracteur avec des accessoires uniquement adaptés pour récolter le blé. Si tu vas faire le maïs uniquement, on va te concevoir les accessoires uniquement adaptés à récolter le maïs. Mais dans notre système alors agricole, est-ce que nous avons la typologie qui va avec? Eux, ici, ils ont fait des plans Marshall, où ils sont venus, ils ont détruit tous les arbres, ils ont aplani les sols, ils ont cartographié le sol, ils ont fait l'étude de leur sol, ils ont fait la recherche sur les semences, ils ont donné à leurs agriculteurs les voies et les moyens, ils ont des servitudes, ils ont les réseaux satellitaires qui permettent d'étudier le sol, qui permettent de pouvoir
détecter si le sol a des carences en termes de nutriments. Ils ont les tracteurs embarqués avec le GPS. Ils ont un système bancaire qui les accompagne parce que le système est fait exprès pour leur accorder les crédits sur 30 ans, ils ne pourront pas rembourser. Ils ont un système d'accompagnement des États. Ici, en Europe, l'Union européenne accompagne. Pareil aussi aux Amériques. Ils ont ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, qui les accompagne. L'erreur que beaucoup font aussi, c'est beaucoup pensent qu'il faut aller produire. J'entends non, on ne peut pas produire sur 2 hectares, on ne peut pas produire sur 3 hectares. C'est ce que je viens d'expliquer, que 2 hectares sont plus rentables avec les pratiques, lorsque tu maîtrises les pratiques d'association de culture, que 100 hectares de céréales. Et qu'ici, là, on les a amenés à aller vers la superficie tout simplement parce qu'on subventionne l'agriculture ici en Europe et même aux Amériques par rapport à la superficie. Plus tu as le nombre d'hectares, plus tu es subventionné. Et c'est moi qui suis venu vous dire ici que cette histoire a eu des dérives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est les financiers qui sont rentrés dedans. Les financiers viennent maintenant plutôt chercher le profit. Avant, dans les années 1950, jusqu'aux années 1970, tout allait bien. L'agriculture fonctionnait. Les paysans travaillaient. Mais aujourd'hui, la finance est venue tout détruire. Vous êtes en train de voir ça. C'est les fonds de pension, les fonds d'investissement. C'est les multimilliardaires qui achètent maintenant les terres agricoles. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier des subventions et pour transformer ces terres agricoles en terres constructibles, pour faire encore beaucoup plus de profit. Donc vous voyez que l'agriculteur qui était seul sur son tracteur, endetté à plus de 2 millions d'euros, il n'a pas la force. Parce que pour pouvoir faire le profit, il faut qu'il prenne de plus en plus de terres pour être subventionné. Mais ce n'est pas ce qu'il produit sur sa surface qui lui donne qui est rentable. Mais c'est parce qu'on lui donne des subventions. C'est là où nous en sommes. C'est là où c'est pour ça que vous voyez les agriculteurs gréver. C'est énormément de normes. Alors que chez nous en Afrique, encore nous avons cette chance-là qu'on produit de façon naturelle. On n'a pas de normes. Donc tu peux, sur 1 hectare, sur 2 hectares, si tu veux te lancer sur la culture, tu n'es que du Bitacola. Sur la culture du Njansan. Si tu veux aller faire, par exemple, 50, 100 hectares de palmiers à huile, c'est hautement rentable. Oui. Mais ce qui va te buter, c'est parce qu'on va te dire que ça entre en production au bout de 3 ans. C'est quoi 3 ans sur l'échelle du temps? C'est quoi 3 ans? Honnêtement, c'est quoi 3 ans? Tu n'as pas déjà perdu plus de 3 ans de ta vie à être là tout simplement à cogiter? Imagine depuis la création de cette chaîne. Ça fait 5 ans que la chaîne existe. Si tu n'étais pas encore lancé là maintenant, ça fait 5 ans que tu fais du surplace. Ça fait 5 ans que tu es en train de cogiter. Je te demande de sortir de ta zone de confort, d'aller te lancer. Imagine si tu avais lancé comme ça des plantations de palmiers à huile. Moi, je parle ici, il y en a. Dès la création de la chaîne, quand j'ai parlé du manioc, soit aller lancer des hectares de manioc, soit aller lancer des hectares de palmiers à huile, soit aller lancer la production de poules locales, soit aller faire l'élevage de canards, élevage de fosses, élevage de pintades. Parce que le problème ici, avec beaucoup, c'est que beaucoup vont faire, j'ai coutume à vous dire, du suivisme. On est venu dire ici que non, il faut aller faire l'élevage de poulet de chair. Tout le monde a allé faire l'élevage de poulet de chair. C'est quoi les résultats aujourd'hui? C'est nous qui sommes venus dire ici que l'élevage de poulet de chair n'est pas rentable. Comme ça se doit. C'est moi qui suis venu vous dire. Et avec les preuves à l'appui. Mais vous voyez que les langues se délient aujourd'hui. Pour les raisons quoi? Que nous n'avons pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Ce n'est pas nous qui produisons, les poussins d'un jour. Ce n'est pas nous qui produisons les œufs de fécondation. C'est la propriété intellectuelle des Occidentaux. Et ils ne pourront jamais nous donner ça. Parce que pour pouvoir sortir une poule consommant en 45 jours, en termes de recherche et développement, ils ont dépensé des milliers de milliards d'euros ou des milliers de milliards de dollars. Ils ne pourront jamais nous donner la formulation. Donc, lorsque toi, tu vas produire la poule, mais tu n'es qu'un petit maillon de la chaîne. Tu ne détiens pas le game.
On ne détient pas le game sur l'alimentation. C'est pour ça que je suis venu vous dire ici qu'on se doit d'aller produire massivement le manioc. Massivement le manioc. Ici, nous ne sommes pas des suiveurs. Lorsqu'on a dit massivement le manioc, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Tout le monde parle du manioc. Mais nous étions les premiers ici à parler du manioc. Nos vidéos faisaient que 10 vues, 200 vues, 1000 vues, 10 000 vues. Lorsque tu as dit que les infopreneurs, les youtubeurs ont vu que les vidéos font 10 000 vues, 20 000 vues, ils ont commencé à parler du manioc. Donc vous avez les entrepreneurs comme ça qui ne sont que là à suivre le nombre de vues. Lorsque j'ai parlé ici d'association de culture, lorsqu'ils voient la vidéo telle que fait 15 000 vues, boum, ils viennent parler dessus. Mais moi, ça me fait du bien parce que le but ici, comme je dis, c'est de venir apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Tout comme tel quoi, vous avez vu la sortie de ce professeur qui est venu vous dire que le manioc produit 1 à 2 tonnes d'hectares. Alors que le manioc produit 35 à 55 tonnes. Les céréales ici en Occident, ça produit à l'hectare 8 à 10 tonnes. 8 à 10 tonnes de façon mécanisée. De façon hautement mécanisée, avec beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, beaucoup de nématicides. Est-ce que nous avons les politiques de nos moyens? Et comprendre que l'agriculture, ce n'est pas uniquement la production. Il faut comprendre ça. Beaucoup échouent par rapport à ça. Ce n'est pas seulement la production. C'est aussi l'environnement. Quel est l'impact environnemental que nous voulons tel que laisser? Regardez ce que ça donne ici en Occident. Ça donne les vents violents, les départs de feu, les sécheresses, les pluies diluviennes, les inondations. C'est ça que vous voulez? Les pertes de matière organique. Les taux, c'est-à-dire que voilà, on a déjà dépassé le seuil tel que d'azote respirable. On a, c'est-à-dire voilà, les effets de serre. C'est ça que vous voulez? Ce n'est pas uniquement sur la production, mais c'est sur le plan social. Si on va tous maintenant produire, c'est-à-dire voilà, sur 10 000, sur 20 000, sur 50 000 hectares, est-ce que vous avez mesuré l'impact social? Les terres de qui vous allez aller prendre, c'est des villages qu'on va venir raser. C'est notre patrimoine culturel. Vous allez venir cultiver sur les tombeaux de vos ancêtres. Vous allez aller chasser les paysans. Ils vont habiter où? Si on va tous mettre des plantations telles qu'à perte de vue des céréales. Ils vont habiter où? C'est comme ça qu'on fait les autres rurales. Ils vont aller s'entasser en ville. La ville n'est pas déjà saturée comme ça. Et c'est ça qui va créer des soulèvements, tandis que sur le plan social. Ce n'est pas uniquement aussi la production. Il faut comprendre qu'on produit quoi? Qui consomme ça? Ici en Occident, ne vous méprenez pas. Les gens ne mangent que 20% de légumes, 80% de viande, dont la production, c'est-à-dire que des céréales, est destinée ici à la consommation humaine. Et comprendre que les céréales, c'est-à-dire que ça fluctue. Si beaucoup ne gagnent pas d'argent en allant produire les céréales, c'est parce que les producteurs n'ont pas le contrôle sur les céréales, en fait. Je te dis tout ça pourquoi? Pour que tu comprennes comment d'autres gagnent plus d'argent que les autres. Les céréaliers n'ont pas le contrôle, c'est-à-dire que sur la vente, le prix est fixé, c'est-à-dire que le prix de la vente est fixé par les courtiers, par la bourse, par les traders. Et c'est un prix qui fluctue. C'est un prix qui fluctue tout le temps. Et derrière ça, les agriculteurs n'ont pas le contrôle dessus. Et les agriculteurs sont endettés jusqu'aux dents. Donc lorsqu'on vient acheter, c'est les centrales, comme je t'ai dit, c'est les grands groupes agro-industriels de la transformation qui, eux, ont des centrales. Eux, ils s'entendent, ils se calquent sur des prix et ils imposent le prix aux producteurs. Donc les grands groupes de la transformation achètent maintenant, eux, ils transforment, ils apportent la plus-value. Et quand c'est maintenant transformé, c'est généralement transformé pour aller produire les aliments, c'est-à-dire que pour bétail. Les Occidentaux ne mangent pas tant de céréales. C'est les animaux qui mangent des céréales. Donc toi, en Afrique, tu vas aller faire comme les Occidentaux, en disant que tu vas aller produire ton maïs pour consommer. Non. Le maïs ou le soja ou le blé, peu importe, il y a plusieurs variétés. Les variétés qu'ils produisent, ce ne sont pas les variétés consommables par les humains. C'est les variétés pour la production, la transformation industrielle. C'est là où on meurt dans le film, en fait.
Or que si tu vas faire tes 20 hectares de manioc, tes 30 hectares de manioc, mais tu es plein aux axes. Et quand tu passes la phase de transformation, tu es plein aux axes. Si tu vas faire l'association de culture, comme j'ai dit, tu as 5 hectares et que tu fais l'association de culture, tu es plein aux axes. Si tu vas uniquement me faire 2 hectares même de poivrier, tu es plus qu'au plein aux axes. Et maintenant, là derrière, c'est de passer à la phase de transformation. Parce que tu vois, une culture comme le poivre ici, je n'ai plus aucun effort à faire. Ça peut rester comme ça 5 ans. 5 ans. Une culture comme le Jiangshan, ça peut rester 5 ans. L'huile de palme, ça peut rester 2 ans. Donc tu vois que l'erreur que beaucoup s'y font, c'est d'aller vers les cultures de court cycle. Ah, je vais aller faire le maraîchage. Mais ne comprennent pas que le maraîchage, c'est technique aussi. Que le maraîchage que tu vois, tu penses que tu es là. Oui, tu peux aller faire 200 mètres carrés. Mais 200 mètres carrés, si c'est vraiment pour gagner de l'argent, tu vois que tu s'amorces dans le film. Ah, je vais aller faire la tomate, mais tu oublies que la tomate aussi, ça a un coût. Aller faire 1 hectare de tomate, attention, ça chiffre déjà en millions. Maintenant, c'est quoi le suivi derrière? Parce que c'est une culture de court cycle, c'est vrai, mais qui demande une technicité, qui demande un suivi permanent, qui est tellement agressif et qui est tellement attaqué par les bioagresseurs, les champignons, les insectes, qui est demandeuse à nous, où des fois nos plantations ne sont pas irriguées. Mais beaucoup ne pensent pas à ça et vont se casser la gueule lamentablement. Et c'est des produits, et c'est des cultures qui sont périssables, fragiles. Nous n'avons pas des infrastructures. Tu peux aller produire ta tomate, mais pour pouvoir pénétrer, arriver dans ton champ, c'est compliqué. La voiture, des fois, n'entre pas. On est des fois obligé de porter sur la tête pour faire au moins 3 km pour sortir sur la voie. En saison pluvieuse, c'est compliqué. Les voitures ne peuvent même pas venir. C'est comme ça que beaucoup perdent, comme on te dit, les pertes post-récolte. Beaucoup perdent. Lorsque tu vas acheminer de ta plantation jusqu'au marché, c'est même peut-être 100 km. Avec la météo que nous n'avons pas les camions, c'est-à-dire adaptés pour les camions frigorifiques. Tu vas aller charger dans une voiture, la chaleur, c'est-à-dire même le temps de faire les 100 km, la chaleur a déjà détruit tes produits. Quand tu vas arriver au marché, tout le monde, tout le monde aussi t'a qu'à ramener ses tomates. Je dis si tomate, je peux dire tout ce qui est maraîcher. Comme tu as saturation, tu seras obligé de brader tes prix. Et c'est comme ça que ça ronge tes marges. Pour ce qui est de l'élevage aussi, c'est pareil. Les marchés n'sont pas structurés. Tu vas les produire, mais au moment de la vente, c'est le grossiste qui va venir faire comme ça. Ah non, ce poulet-là, ce n'est pas trop gros, ce n'est pas trop gros. Je pense à tel prix. Alors que toi, tu as produit, le coût de production chez toi a explosé. Tu as conçu ton bâtiment des millions. Mais lui, il vient faire comme ça. Comment tu fais pour rentrer dans tes frais? Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut bien penser son business. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer petit, avec l'élevage de poules locales. Tu mets, une couveuse, toi-même tu commences à produire tes poussins, tu montes crescendo, tu apprends de tes propres erreurs, étape à étape, tu maîtrises ici le circuit de coulement. Toi-même tu abattes tes poules, tu packages, tu crées un marché, tu développes une communauté comme je suis en train de faire là, tu crées une chaîne YouTube. Ben oui, c'est pour ça que certains agriculteurs gagnent plus que les autres. Parce qu'ils créent des chaînes de valeur. Tu vois, tout ce que je cite là, c'est des chaînes de valeur. Tu crées une page Facebook, tu crées une page même TikTok, ou même une page YouTube, pourquoi pas, où tu montres ta vie dans la ferme. Tu montres comment tu fonctionnes. Tu montres comment tes poules sont élevées. C'est un autre modèle d'élevage que tu peux faire. Tu peux faire un modèle d'élevage en plein air. Parce que la population est de plus en plus sensibilisée. Quand je dis en plein air, je ne dis pas que tu laisses tes poules en divagation, non. C'est dans un périmètre bien circonscrit, où tu as fait une clôture, même peut-être sur 1 hectare, où tu as mis les cultures, les arbres fruitiers là-dedans, et tu laisses tes poules en plein air. Parce que les poules en plein air, c'est une économie aussi en termes de nutriments. Les poules, vont gambader, vont picorer les micro-organismes. Les poules sont sujettes à moins que de maladies. Et c'est une économie que tu as fait aussi le plan des vaccins de la prophylaxie.
Et c'est des qualités que tu mettras en avant pour tes consommateurs. Parce que oui, il ne faut pas oublier que ce que nous mangeons, c'est notre médicament. Et on sait aujourd'hui que c'est tout ce qui est, tous ces produits chimiques-là, ou ces aliments chimiques, qui nous donnent aujourd'hui des maladies dégénératives que nous avons. Donc tu vois que tu dois te soucier aussi de la santé, de la qualité de ton produit et de la qualité de ce que tes consommateurs mangent. C'est l'exercice que je fais ici, en toute transparence, quand je t'explique comment moi je suis en train de faire. Et c'est comme ça que tu vas créer une communauté à laquelle tu pourras vendre tes produits. C'est comme ça. Et tu vois que tu peux déjà commencer à créer la communauté même avant de mettre les produits sur le marché, afin de pouvoir sensibiliser la communauté sur le bien-être de l'environnement, la qualité de l'air, la qualité des animaux, la qualité de tes produits. Comme ça, quand le consommateur prend ton produit, il a la traçabilité. Il sait ce qu'il consomme. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça va permettre à nourrir, c'est-à-dire que le producteur. C'est pour ça que tu as des aberrations comme quoi, non, la production ne sert à rien. Et ne sert à rien de produire. Il faut seulement aller vendre. Et tout le monde va se mettre maintenant vendeur. Mais si on ne produit pas, tu vas vendre quoi? Et c'est les mêmes qui disent qu'il faut aller vendre, qui viennent maintenant dire qu'ils veulent faire le produit. Ils veulent se mettre à la transformation. Lorsqu'ils se mettent à la transformation, ils se retrouvent en rupture de stock, ils n'ont plus de produit. Voilà l'aberration. Donc il faut produire. Derrière, savoir aussi, c'est-à-dire que vendre. Ne pas laisser, c'est-à-dire voilà, aux intermédiaires d'avoir la main sur ton produit. De te rassurer que c'est toi qui mets dans le panier la ménagère. Tu as compris? Les agriculteurs qui gagnent plus que d'autres agriculteurs ont compris que c'est bien de produire, c'est bien de marketer, c'est bien de vendre. C'est toi qui dois mettre dans le panier la ménagère. Tu ne laisses pas l'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. C'est toi qui sais comment tu as travaillé. C'est toi qui connais ton coût de production. Pourquoi toi tu vas travailler et venir laisser quelqu'un d'autre venir uniquement, c'est-à-dire que plastifier et faire un peu de branding et c'est lui qui prend le gros lot? Non. C'est là la différence. C'est là la différence. Donc, lorsque tu veux te lancer dans le secteur agricole aujourd'hui, rassure-toi que tu contrôles tous les maillons de la chaîne. Oui, je dis bien, tu contrôles tous les maillons de la chaîne. C'est ça qui fera la différence entre toi et tes parents, et tes grands-parents. Et tes grands-parents qu'on continue à berner jusqu'à maintenant avec le cacao et le café. Où tu vois les courseurs qui arrivent, tout simplement parce que les parents au village n'ont pas accès aux routes, n'ont pas tellement que de lumière, n'ont pas accès à l'information. Mais celui qui sort de la ville, lui, il a l'information. On va mettre le prix du cacao, par exemple, au Cameroun à 5 000. Mais lui, il va arriver au village, il va dire qu'il donne 1 500. Et quand il va dire qu'il donne 1 500, il va dire quoi? Il va justifier ça en disant que les routes sont mauvaises. Hein. Pour arriver ici, j'ai tellement, je me suis tellement battu, les voitures ne veulent même pas entrer. Pour pouvoir sortir de la ville, machin, les contrôles policiers. En route même, on va commencer à me taxer. Voilà comment le prix qui a été fixé à 5 000. Des fois, au village, ils ne sont même pas au courant que c'est fixé à 5 000. Lui, il va venir dire 1 500. Et le paysan va se dire que 1 500, c'est magnifique. Parce que l'année dernière, on avait pris à 1 000 francs. Est-ce que c'est des bonnes pratiques alors? Est-ce que lorsqu'on le fait et qu'on gagne son argent, on peut être fier? Et est-ce que c'est pourtant que ça donne le toupet de dire que la production ne sert à rien? Vous voyez? Ça veut dire que beaucoup gagnent de l'argent de façon malhonnête. Beaucoup gagnent de l'argent de façon malhonnête. Ces courseurs, ces intermédiaires, ces négociants gagnent leur argent de façon malhonnête et ils se mettent même en même temps à taguer les producteurs comme quoi nos produits, ça ne sert à rien. Comme eux, ils sont très malins, ils viennent te dire que voilà, corrompre, ils viennent te dire que voilà, escroquer les producteurs. Non. Je dis ici à celui qui va les produire, celui qui va être du côté de ceux qui gagnent, ne laissez pas te dire que vos produits entre les mains des négociants. C'est vous-même qui devez vendre. Faites cet effort-là de communiquer, de faire du marketing, de packager, de passer à la phase de transformation, de faire du branding et de mettre dans le panier la ménagère. Voilà mes propos. Voilà ce que je voulais partager concernant cette thématique. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est des formations. Mais des vidéos comme ça, certains vont dire que c'est trop long. Mais si tu ne peux pas déjà payer la data pour pouvoir suivre une vidéo comme ça,
Est-ce que tu pourras donc payer la mécanisation? C'est là où je pose. Est-ce que tu auras 1 million d'euros pour aller faire le modèle d'agriculture intensive? Est-ce que tu auras de l'argent pour pouvoir aller acheter 200 hectares? Parlons un peu, mais parlons bien. Est-ce que tu pourras te lancer dans ce domaine agricole? Parce que c'est un secteur, je vous ai dit, il y a énormément de variantes. Et vous avez vu que je n'ai même pas annoncé le côté géostratégique. Je n'ai pas annoncé le côté géoéconomique que nous sommes en train de vivre en ce moment. Avec le phénomène de libre-échange. Donc si tu n'es pas assez intelligent de choisir tes cultures, de comprendre que tu ne vas pas vers les cultures qui vont compétir avec les cultures occidentales, mais tu meurs dans le film. À quel moment tu penses que tu pourras venir produire plus que les producteurs occidentaux sur les céréales? À quel moment? À quel moment tu penses même que tu pourras être plus compétitif que les occidentaux? À quel moment? Et qui va même te laisser? Tu n'es pas en train de voir cette guerre commerciale? Qui va te laisser venir dominer le marché? Quels sont ceux qui ont fixé les normes? C'est les mêmes qui ont fixé les normes. Quels sont ceux qui vont te laisser venir dans leur marché? Ce sont eux. Et tu penses qu'ils vont te laisser venir dominer leur marché? Donc l'intelligence va vouloir que tu vas produire les cultures sur lesquelles tu ne compétis pas avec eux. Tu vas produire les cultures sur lesquelles tu impactes plutôt le marché intérieur. Quand je dis marché intérieur, c'est ton pays et le continent. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu meurs dans le film. Donc voilà ce que je vais partager. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi. Afin que vous soyez comme ça, plusieurs bénéficier de ces informations. Comme je t'ai dit, c'est un modèle que je partage ici. Si tu es intéressé par l'ensemble des formations, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Je dis encore barre de description, c'est la barre des commentaires, parce que beaucoup me posent encore la question, comme Thierry, on ne voit pas tel que le lien de la formation, c'est sous la barre des commentaires. Tu prends tel que la formation, tu me rejoins de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton empire tel qu'agricole, pas à pas. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!